Alors, 9h31, on va débuter. Alors, tout d'abord, je souhaiterais la très belle bienvenue à ce webinaire sur notre étude sur l'économie circulaire, un outil pour respecter les limites planétaires. Donc, tout d'abord, je me présente. Mon nom est Étienne Anger. Je suis chef d'équipe économie circulaire et réduction à la source chez Recyc Québec. Je serai votre présentateur principal aujourd'hui. Et pour m'accompagner, j'ai ma collègue, Madame Noémie Lampron, qui est avec nous. Bonjour, Noémie. Bonjour Étienne, bonjour tout le monde. Donc, Noémie va être notre modératrice. Donc, si vous avez des questions, des éléments, n'hésitez pas à la rejoindre dans le chat. Elle va pouvoir vous aider avec les éléments techniques de la rencontre. Et aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir deux panélistes des plus intéressantes. Tout d'abord, Mme Annie Levasseur, qui est professeure au département de génie de la construction de l'ETS, également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la mesure de l'impact des activités humaines sur les changements climatiques, également directrice scientifique du CIRIEC et de l'Institut Adapté, et dans ses temps libres, membre du comité consultatif sur les changements climatiques du MEL-CCFP. Donc, bonjour Annie, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Également avec nous, on a Mme Jennifer Pina, qui est conseillère en économie circulaire au CTTEI, donc le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, depuis 14 ans maintenant. Elle co-anime le célèbre réseau Synergie Québec, donc qui regroupe une vingtaine de symbioses industrielles au Québec, puis qui fait émerger avec son laboratoire 1001 innovations techniques, mais aussi sociales pour faciliter la transition vers une économie circulaire. Et elle vise toutes les ressources, que ce soit sociales, économiques et autres, qui va être parmi nous aujourd'hui. Merci Jennifer de ta présence. Et maintenant, pour le déroulement, Noémie, comment ça va se passer côté technique? Oui, donc pour votre information, vous pouvez poser vos questions dans le module questions-réponses qui est dans le haut de la page en ce moment, donc la petite icône Q&R. Il y aura une période de questions à la fin du webinaire, donc on va passer à travers les questions à ce moment-là. Si vous n'avez pas accès à ce module-là, vous pouvez toujours aller dans le clavardage pour poser vos questions. De base, le micro et la caméra sont désactivés et en ce moment, le webinaire est enregistré et va être disponible par la suite. Parfait. Merci beaucoup, Noémie. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, avoir un petit mot de notre directrice, Mme Isabelle Moïse. Isabelle, à toi. Merci. Bonjour tout le monde. Oui, alors Isabelle Moïse, directrice des opérations, dossier développement stratégique chez Recyc Québec. Écoutez, bienvenue à ce rendez-vous Recyc Québec. C'est vraiment un plaisir là, de vous accueillir en si grand nombre à ce webinaire. Visiblement, l'économie circulaire, c'est un sujet qui a peut-être toujours un intérêt plus grandissant. Puis, je ne vous cacherai pas que c'est pas pour ça ne nous déplaît pas du tout. On est tout à fait encouragés et stimulés de vous voir ce matin. De vous savoir présent à tout le moins parce qu'on ne peut pas vraiment encore, on ne vous voit pas, mais on sait que vous êtes là. Donc, on vous présente aujourd'hui un rapport complémentaire découlant de notre premier rapport sur l'indice de circularité de l'économie québécoise sorti en 2021. Donc, l'idée avec Circle Economy, notre partenaire et une méthodologie qu'ils ont développée, on trouvait intéressant d'appliquer au Québec le modèle des limites planétaires et de faire le portrait d'impact qu'auraient les stratégies et recommandations de notre rapport de 2021 sur ces limites. Donc, ce portrait se veut un exercice qui a pour objectif de renforcer le message que l'économie circulaire, c'est une des solutions incontournables pour atténuer nos impacts environnementaux. Puis, comme vous pourrez le constater dans les prochaines minutes, ce rapport, c'est un outil supplémentaire qui démontre, encore une fois, la pertinence et l'importance de miser sur un modèle circulaire pour le Québec. Cet exercice veut aussi mettre la table pour notre mise à jour de l'indice de circularité qui est prévu au cours de l'année 2025. Donc, sans plus tarder, je vous laisse découvrir le rapport avec Étienne, puis vous allez pouvoir approfondir le tout avec nos deux panélistes. Je vous souhaite un excellent webinaire, puis une très belle journée tout le monde. Merci beaucoup, Isabelle, pour la mise en bouche. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec la présentation du dit rapport. Donc, Noémie, tu me confirmes qu'on voit bien la présentation à l'écran? Oui, tu pourras la lancer, mais oui, on la voit. Parfait. Merci. Et voilà, c'est parti. Donc,
L'économie circulaire, un outil pour respecter les limites planétaires, c'est le sujet de notre présentation d'aujourd'hui. Le plan de match qu'on va avoir aujourd'hui, je vais vous représenter tout d'abord, faire un retour sur la part de 2021 parce que c'est extrêmement lié avec les conclusions qu'on va vous partager aujourd'hui. Un peu aussi vous présenter la genèse, puis qu'est-ce qui a fait qu'on a décidé de faire ce rapport-là sur les limites planétaires, avec bien sûr les résultats, les recommandations, puis un peu des pistes pour la suite des choses. Ensuite, bien, avec nos deux panélistes, on va discuter un petit peu bien, sur le terrain comment ça se passe, avoir des pistes d'amélioration de solutions en lien avec les limites planétaires, puis les autres impacts dont l'économie circulaire peut toucher. Puis à la toute fin, bien, une période de questions pour aller un petit peu plus dans le détail, puis répondre à vos interrogations sur certains aspects du rapport. Donc, on va voyager ensemble en 2021. Alors, 2021, en mai, on lançait le rapport. À cette époque-là, il y avait la moitié du Québec à peu près qui était vacciné. La COVID faisait rage. Il y avait un couvre-feu en cours à Montréal, donc une toute autre époque. On a lancé le rapport en 2021, puis le but, à la base, c'était d'avoir un peu un état de situation de la circularité au Québec. Pouvoir se mesurer, pouvoir se comparer, puis voir, mais ça serait quoi les meilleures façons de s'améliorer pour la suite. Le cœur du rapport, c'était cette analyse de flux de matière. Donc, vous avez la belle vue ici, ce schéma spaghetti, donc un Sankey. Regardez un peu comment les ressources circulaient dans notre économie. En haut à gauche, vous avez ce qu'on importait de l'extérieur du Québec, donc au niveau mondial, au niveau du Canada. En bas à gauche, c'est les ressources qu'on extrait du Québec, donc que ce soit la foresterie, les mines, l'agriculture. Et on regardait comment toutes ces belles ressources-là circulaient dans notre économie pour, par la suite, en bas à droite, être exporté vers le reste du Canada ou le monde, ou en haut à droite, bien, répondre aux besoins de notre société, se loger, se nourrir, manger, etc. Une fois qu'on a répondu à nos besoins, bien, on regardait bien, quelle est la part de ces ressources-là qui est réintégrée dans notre économie. Et puis, c'était la petite bande grise que vous voyez faire le grand tour de l'écran. On était à 3,5 de circularité. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même environ 96 des ressources qui étaient utilisées une seule fois. Ça s'explique aussi de différentes façons parce qu'on est un pays nordique basé sur l'extraction des ressources naturelles. Il y a aussi certaines ressources qui vont être stockées. Par exemple, qu'on fait un bâtiment, une route. Donc, les ressources vont être figées un peu dans ces stocks-là pendant plusieurs années, ce qui diminue temporairement le taux de circularité. Il y a des éléments qui ne peuvent pas être circularisés, par exemple les ressources fossiles. Donc, une fois qu'on utilise de l'essence, c'est dur à remettre dans le réservoir une fois après usage. Donc, en se comparant à d'autres pays nordiques, la Norvège à 2,4 on avait l'Autriche qui est en milieu de peloton à 9,7 les champions, les Pays-Bas à 24,5 puis au niveau mondial, la dernière donnée disponible, on est à 7,2 une donnée qui date de 2023. Avec toutes ces données-là en tête, ce qu'on avait fait, 6 scénarios qui touchaient à la construction, l'agriculture, l'approvisionnement, le transport, le côté manufacturier, par exemple. Donc, pour regarder si on met différentes stratégies en place, bien, quel serait l'impact sur notre consommation de ressources, jusqu'où on peut aller, où il y a des impacts intéressants, dans quelle catégorie. Et tout ça avait été présenté dans ce magnifique tableau qui regroupe les 6 scénarios avec les 37 stratégies. Puis pour chaque scénario, bien, un impact côté matériel. C'est quoi la diminution d'utilisation des ressources? Super intéressant, avec aussi des avantages connexes qu'on sentait, mais qu'on n'avait pas réussi à calculer à l'époque. Par exemple, réduction de GS, réduction d'usage de l'eau, des rejets de plastique, etc. Donc, on avait ce topo-là plus général sur notre usage de ressources, sur l'impact des stratégies, et puis sur l'impact au final sur notre taux de circularité, parce que, en résumé, qu'est-ce qu'on savait? C'était qu'on était à 3,5 circulaire. On pouvait monter jusqu'à 9,8 en mettant en application les 37 stratégies du rapport. On consommait quand même beaucoup de ressources, donc 271 millions de tonnes annuellement, ce qui revenait à 32 tonnes par habitant, ce qui est quand même plus élevé que les autres pays comparables. Mais que nos 6 scénarios, nos 37 stratégies nous permettraient d'aller plus loin pour nos impacts. Donc, super intéressant. On a présenté ce rapport-là à gauche, à droite. On a vraiment diffusé cette information-là qui est un peu la donnée de base pour l'économie circulaire au Québec, que ce soit avec des collègues dans des webinaires,
dans la station spatiale, j'imagine, en haut à droite, ou dans un chalet luxueux sur la Gatineau. Donc, on a vraiment diffusé ça pour un peu partager cet élément-là, rassembler les parties prenantes, puis réfléchir ensemble, bien, qu'est-ce qu'on fait pour la suite, comment on peut aller plus loin, plus vite, ensemble. Mais il nous restait quand même une interrogation bien, pour la suite. On a fait le rapport, on a une idée sur la consommation de ressources, mais ça serait le fun d'aller plus loin, d'aller dans d'autres problématiques, d'élargir un peu nos perspectives, de voir un peu l'économie circulaire comme on pense l'outil multifonction qui peut être pour adresser différentes problématiques. Donc, on est retourné à la base. Et la base, c'était la définition de l'économie circulaire. Donc, on s'était pas mal occupé de la première partie qui était en lien avec les ressources, toutes les étapes du cycle de vie, etc. Mais la deuxième partie, on se rappelle aussi qu'on veut réduire l'empreinte environnementale puis contribuer au bien-être des individus et des collectivités. Comment aller plus loin? On a vu qu'il y en a qui s'intéressaient aux aspects de l'emploi, aspects sociaux, aspects biodiversité. Ça commençait à poindre, donc on commençait à regarder un petit peu les options pour la suite. Un des premiers éléments qui nous a sauté un peu aux yeux, c'était les limites planétaires. Donc, un concept qui a été fait par le Stockholm Resilience Center en 2009, qui prend la Terre un peu comme un système, effectivement, avec différentes limites dans lesquelles il faut rester sous ces limites-là pour s'assurer qu'on a des écosystèmes puis un système Terre qui est résilient, qui peut continuer de fournir les ressources, les besoins pour que les humains, ben, puissent continuer à long terme d'effectuer leurs activités, avoir des ressources, puis vaquer à leurs occupations. Donc, en 2009, avec la première estimation, il y avait 7 limites qui avaient été identifiées, dont 3 qu'on dépassait déjà les limites. OK. 2015, une nouvelle mise à jour, 4e limite de dépasser. Et en 2023, on est passé à 9 limites au total, dont 6 qu'on dépassait. Fait que ce concept-là est quand même assez intéressant parce que ça nous montre, on veut le bien-être des individus, on veut un système Terre qui est résilient puis qui peut soutenir nos activités puis notre présence à long terme. Puis là, on voit qu'il y a certaines limites qu'on dépasse sur lesquelles on peut tenter d'agir justement en sachant ben, c'est quoi nos modes de vie, notre consommation, puis comment ramener ça dans des limites acceptables pour être dans la zone sûre. En parallèle de ça aussi, il y avait d'autres concepts super intéressants comme l'économie du beigne, le fameux donut, qui reprend à l'extérieur de la zone verte les limites planétaires. Donc, il ne faut pas aller là, il faut rester dans la zone verte. Puis à l'intérieur, ben, qu'elle est dans des côtés plus sociaux, plus disons, moins physiques comme la paix, l'éducation, la sécurité, toujours avec le but de rester dans cet espace vert et sûr, autant au niveau de la planète que des communautés. Donc, autre concept super intéressant qui a été appliqué, qui prend un peu en compte différents aspects. Du côté de Circle Economy, quand ils ont lancé le rapport sur l'Écosse, donc un peu à la manière du Québec, mais pour l'Écosse, ben, bon, premièrement, il est à 1,3 %, donc le Québec se comparait avantageusement, mais ils sont allés un petit peu plus loin dans le rapport. Ils ont regardé justement avec les différentes stratégies d'économie circulaire, ben, ils pouvaient multiplier par 9 leur taux de circularité, puis diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre de 43 %. OK, fait que là, ils ont réussi, avec différents modules au niveau de leur recherche, de pouvoir calculer cet impact-là plus précisément. Super intéressant. En plus, il est allé une coche un petit peu plus loin en regardant mais côté emploi, en quoi ça consiste. Si on change d'économie, si on va de l'avant avec des stratégies d'économie circulaire, bien là, il y avait des impacts avec 60 000 nouveaux emplois, principalement en réparation, entretien, puis gestion de matières résiduelles. OK, fait qu'on commence à pousser ça plus loin. Ça, c'est en 2022. Et en 2023, eh bien là, on est passé au rapport mondial sur la circularité, l'édition de 2023, qui eux autres, ben, ils ont fait ni une ni deux, puis sont allés vraiment de façon frontale pour faire le lien entre l'économie circulaire et les limites planétaires. Donc, on voit un petit peu le même type de graphique. Ils ont réussi à regarder certaines des limites pour les modéliser. Ce qu'ils ont fait dans le cadre du rapport, c'est qu'ils ont regardé 4 chaînes de valeur principales, donc les systèmes alimentaires, la construction, le manufacturier, puis le transport. Puis avec ça, ben, ils ont pu développer 4 stratégies par secteur, donc 16 stratégies simplement, pour voir l'impact ben, sur les différentes limites en changeant notre usage de ressources. Donc, en mettant en application ces éléments-là, ils pouvaient réduire 34
l'usage des ressources. Et puis, si on regarde pour le changement climatique, on se rapprochait beaucoup plus de la limite d'un avenir viable, puis on réduisait, on réussissait pratiquement là, à se rendre à 2 degrés de réchauffement. Avec en plus des impacts sur d'autres catégories. On parle le changement des écosystèmes, différentes autres limites qu'on voit à l'écran. Donc, on voit qu'il y avait un impact plus large, intéressant, qui ramenait pour la plupart des limites contrôlées là, dans un espace sûr pour l'humanité. Donc, on a saisi l'occasion au bon et on est allé de notre côté. Donc, et voilà. Donc, on a réfléchi un peu à la chose. On s'est dit, bon, est-ce qu'on peut prendre les limites planétaires, mais les ramener à une échelle locale pour le Québec? Donc, trouver un équivalent. Avec ça, nous, on a déjà fait le fameux spaghetti, donc l'usage des ressources, comment ils circulent dans notre économie. En plus, on a déjà regardé c'est quoi les stratégies qui peuvent nous permettre de diminuer grandement notre consommation de ressources. Donc, avec ça, 1 + 1 + 1, ça fait 3 et peut-être même plus. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu cet aspect-là? Donc, pour le Québec, voir comment on pourrait respecter l'équivalent des limites planétaires, notre contribution à garder un espace sûr sur notre planète. Donc, ça a été le défi qu'on s'est donné. Pardon. Et le premier défi qu'on a rencontré, c'est comment passer du global au local cette fois-ci, parce que les limites planétaires, c'est un cadre méthodologique particulier qui est vraiment fait pour la planète comme un système dans son ensemble. Donc, on a pris les limites planétaires, puis avec Circle, ils ont observé sur c'est quoi les meilleures façons ou les limites qu'on pourrait adapter au niveau du Québec. Juste la sélection, à trouver des équivalents qu'on pourrait trouver au niveau plus local pour un peu faire le parallèle avec les meilleures études et méthodologies développées à l'heure actuelle. Donc, on a sélectionné comme ça 6 limites pour le Québec. Changement climatique, utilisation de l'eau douce, eutrophisation de l'eau douce des océans, les formations de particules fines, puis le changement de l'utilisation des sols. Ça, c'est 6 limites qu'on pouvait adapter et mettre au niveau du Québec pour essayer de se situer dans un espace sûr. Premier défi. On a un document méthodologique sur notre site qu'on va vous partager par la suite pour avoir tous les détails. Il y a quand même différentes informations qui s'y trouvent, puis ça va vous permettre là, pour les plus scientifiques d'entre vous d'aller voir les détails de la chose. Donc, premier défi, identifier les limites. Deuxième défi, poser des limites. Parce que c'est une fois qu'on a les limites, c'est intéressant, on a les catégories, mais là, il faut mettre aussi un niveau où est-ce qu'on estime que le Québec est dans une zone sûre ou une zone plus à risque. Et ça aussi, ça a été un beau défi. Encore une fois, on a un document de méthodologie un peu plus complet qui va passer en revue les choix qui ont été faits pour les différentes limites. Mais ça a été fait de différentes façons. Ça pouvait être selon la population, par exemple pour les changements climatiques, donc un changement d'échelle ou avec la population du Québec pour trouver quelle est notre limite à ne pas dépasser en matière d'émissions. On peut voir aussi selon la réalité du territoire. Quand on parle de l'eau, on a différents bassins versants, on a un régime de pluie particulier, on a des précipitations, on a un usage de l'eau qui est différent selon les sections du territoire. Donc, il y a encore une fois des sélections qui ont été faites là-dessus pour pouvoir se dire, voici notre limite, où est-ce qu'on en est maintenant. Encore une fois, toujours selon ce qui était le plus intéressant et disponible pour élaborer la chose. Par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre fameux modèle qu'on avait développé pour le rapport sur l'état de circularité 2021. Puis on a roulé 2 scénarios avec les nouveaux modules pour calculer les impacts. Donc, le scénario 1, voir où est-ce qu'on en est actuellement. Donc, c'est le scénario qu'on est à 3,5 de circularité. C'est le scénario où est-ce qu'on a 271 millions de tonnes de ressources qu'on consomme actuellement. Donc, vraiment, la situation actuelle, où est-ce qu'on en est. Par la suite, on a rentré dans la machine le scénario 2 qui est, avec le rapport, quand on passe à 9,8 de circularité. Donc, vraiment, y aller à fond dans la circularité. On y va au maximum. On met les 37 stratégies à l'œuvre, puis on diminue notre consommation de ressources, comme montré dans le modèle, d'environ presque 50 à 140 millions de tonnes de ressources. Et c'est là, en faisant jouer les mécaniques, puis en validant les choses, qu'on est arrivé à ceci, qui est le cœur du rapport. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dessus?
pour lire le graphique, premièrement, si vous regardez, il y a le 0% qui est dans le milieu avec le petit pointillé qui fait le tour. Ça, c'est les limites qu'on s'est données pour les différentes catégories. Donc, ça vous dit qu'il faut être dans l'idéal en dessous de ça. Si on est dans le rouge, dans le jaune, c'est qu'on est au-delà de la limite, puis il faudrait réduire. Si on est dans le vert, bonne nouvelle, on est en dessous de la limite, puis on peut continuer de diminuer pour rester dans un espace sûr. Il y a 3 éléments principaux qui nous sautent aux yeux quand on regarde: changement climatique, utilisation de l'eau douce, puis eutrophisation des océans. Pour les changements climatiques, ben, on est à 1000% au-dessus de la limite, donc on générerait 10 fois trop de gaz à effet de serre par rapport à notre limite qui a été établie. Fait intéressant, ben, avec les différentes stratégies, on peut diminuer de 45% les émissions de gaz à effet de serre, puis revenir à 500% de la limite, donc 5 fois la limite. Ce qui est encore beaucoup, mais ça reste quand même une nette amélioration, puis ça montre un peu le pouvoir de l'économie circulaire pour avoir un impact intéressant en termes de lutte au changement climatique. C'est sûr, ça semble beaucoup à première vue, mais c'est quand même en ligne avec les autres études qui ont été faites en liant des rapports sur la circularité puis l'impact des changements climatiques. Pour l'étude, ben, pour les cas, c'était moins 43%, on l'a vu. Au niveau mondial, c'était de moins 30 à moins 40% environ des GES, dépendamment des 2 autres études de 2021 et 2023 de Circle. Donc, surprenant, mais quand même en ligne avec ce qu'on a vu ailleurs. Même chose pour l'utilisation de l'eau douce puis eutrophisation des océans. Quand on consomme beaucoup moins de ressources, on émet pas mal moins de polluants, on consomme moins d'eau. Donc, ces impacts-là sont très intéressants parce que nous rapprochent des limites. Par la suite, les 3 autres limites, donc eutrophisation de l'eau douce, formation des particules fines, puis changement de l'utilisation des sols qui étaient déjà dans une limite, mais on a quand même un impact intéressant avec les différentes stratégies, puis en changeant notre mode de consommation et de production pour être encore plus dans une zone de sécurité. Donc, si on prend un pas de recul puis on regarde ça, ben, les différents constats qu'on peut avoir, c'est que l'économie circulaire, ben, ça peut être un outil multifonction parce que oui, on a parlé beaucoup de ressources, de production, de consommation, mais en parallèle, ça peut avoir des impacts sur d'autres problématiques environnementales très importantes. Donc, il faut savoir que quand on pose des gestes puis qu'on met en place des stratégies en économie circulaire, probablement puis potentiellement, on a des impacts super intéressants sur d'autres problématiques. Donc, à regarder en tête. La réduction à la source, le réemploi et le recyclage, qui est une des 12 stratégies d'économie circulaire, sont à mettre de l'avant avec une vision un peu plus large. Ce qu'on note aussi, c'est que ça nous prend des données encore plus que jamais pour aller un petit peu plus loin, pousser les choses, y aller par secteur d'activité, peut-être toucher à d'autres problématiques. Donc, comme la plupart des recherches, d'autres recherches sont nécessaires pour aller encore plus loin puis préciser certains éléments. Si on regarde pour la suite du rapport, il y a des recommandations qu'on fait à 3 types de clientèle particulière. Donc, pour les gouvernements, tout d'abord, on suggère dans le rapport d'intégrer l'économie circulaire dans les différents plans et stratégies qui sont à venir. On veut mesurer encore plus les progrès parce qu'on peut se mesurer, on peut se comparer, puis s'améliorer, puis trouver les meilleures façons de faire pour améliorer la situation. Puis également, collaborer entre les différents ministères, organismes. Il y a beaucoup de choses qui se font super intéressantes en ce moment. Je pense à notamment la feuille de route gouvernementale en économie circulaire qui a été lancée ce printemps. On participe aux travaux de notre côté. Puis ça va être, selon notre bon avis, un accélérateur de la transmission des informations, des bonnes pratiques au niveau du gouvernement. Donc ça, c'est très intéressant. Puis de notre côté mesure, en 2025, on va mettre à jour l'indice de circularité qu'on a fait en 2021. Donc, pour voir un petit peu le chemin parcouru, voir les bons coups, les zones d'opportunité, les zones à risque pour un peu réorienter nos actions avec cette mise à jour de notre état de circularité. Donc, ça devrait être passablement intéressant à suivre en 2025. Côté chercheur, raffiner la méthodologie, c'est sûr, c'est une science qui est encore un petit peu jeune. Il y a encore beaucoup de défis puis beaucoup de zones d'ombre à aller chercher. On peut élargir aussi à d'autres impacts. On a parlé des emplois. On parle aussi de transition juste, par exemple, qui serait intéressant de pousser, aller plus loin dans les éléments de biodiversité, par exemple.
Donc, il y a plein de champs de savoir à pousser puis à aller explorer pour encore raffiner puis optimiser nos actions. Puis pourquoi pas lier aux autres territoires qui sont à côté de chez nous. Donc, on a le Québec, mais on a nos voisins canadiens aussi à aller explorer. Puis pourquoi pas avec nos principaux partenaires commerciaux, voir comment nos stratégies ici peuvent impacter cette circulation de ressources. En ce moment, il y a un appel de projet au RRECQ, le réseau de recherche en économie circulaire du Québec, justement, qui va parler de contribution de l'économie circulaire à la réduction des gaz à effet de serre au Québec. Donc, déjà, on va pousser un petit peu plus loin la réflexion pour gratter, pour aller chercher plus d'informations, encore une fois, pour se donner des moyens d'action pour la suite. Puis pour les entreprises, c'est une belle opportunité de mettre de l'avant des entreprises à impact. Donc oui, qui veulent avoir un impact environnemental, social. On voit qu'avec des stratégies et des modèles d'affaires liés à l'économie circulaire, on peut changer les choses pour avoir des impacts variés et intéressants. Puis pour les entreprises, c'est une belle occasion aussi de se positionner comme leader, comme ambassadeur dans cette transition-là en montrant leurs actions. J'invite à consulter les différentes cohortes en économie circulaire qu'on a faites en collaboration avec l'Esplanade, donc plein de modèles d'affaires super innovants, super tripants à aller voir. Puis également, des initiatives de support financier comme le Fonds économie circulaire en partenariat avec Fonds d'action et la Ville de Montréal pour donner du support aux différentes entreprises en démarrage qui ont des modèles innovants puis qu'on veut aider à passer à la vitesse supérieure pour changer la donne. Maintenant, on irait voir dans la vraie vie qu'est-ce qui se passe avec nos panélistes. Donc, je vais arrêter le partage. Et pendant que je prends une gorgée d'eau, j'inviterai Annie et Jennifer d'aller nous rejoindre, s'il vous plaît. Donc, bonjour Jennifer. Annie aussi, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. Excellent, merci. Donc, tout d'abord, Jennifer, réaction à chaud sur le rapport. En y jetant un coup d'œil, c'était quoi ton premier sentiment en regardant tout ça? Bravo à Recyc Québec d'être créatif et d'avoir utilisé les limites planétaires pour venir présenter des angles morts qu'avait eu peut-être l'économie circulaire jusqu'ici. J'ai bien aimé que tu dises pour retourner vaquer à nos occupations. Et moi, j'ai envie de dire qu'on est rendu à l'étape de questionner la légitimité de certaines de nos occupations humaines. Donc, la nécessité de revoir les modèles d'affaires vers des modèles plus sobres, régénératifs et efficients. Je pense qu'avec les scénarios que tu nous as montrés là, sur le graphique, où on voit qu'on est en dessous des limites ou au-dessus, j'espère que notre pratique quotidienne de l'économie circulaire va permettre de montrer comment on peut baisser nos contributions dans ces limites-là. Super, merci pour la réaction à chaud. Annie, de votre côté, avec votre œil multifonction, première réaction sur le rapport? Oui, bien, c'est sûr et certain que pour moi, ça vient évidemment juste illustrer des choses qu'on savait de notre côté, mais que c'est vraiment très, très important de le faire. Donc, l'économie circulaire, souvent, comme le réflexe, c'est de penser beaucoup à matière résiduelle. Donc, on va réduire la matière résiduelle et parfois, on n'a pas nécessairement le réflexe de penser que c'est toutes les chaînes de valeur au complet qu'on diminue par une optimisation de la production puis de la consommation de nos ressources. Et tout ça est à l'origine de toutes les problématiques environnementales que l'on a et qui font en sorte qu'on dépasse ces limites planétaires-là. Puis l'économie circulaire, pour moi, c'est un modèle. Et même moi, je vais au-delà de l'outil. Pour moi, c'est un modèle. On veut remplacer un peu notre économie actuelle par ce modèle-là et qui vient toucher à tous les aspects qui ont ces impacts environnementaux-là. Donc, c'est vraiment un peu un modèle ou une vision qui est plus holistique et que si on met en place ce qu'il faut pour vraiment faire la transition vers ce modèle-là, c'est sûr qu'on a une action autant climatique que sur les autres problématiques environnementales qui va être beaucoup plus importante que si on y va de façon incrémentale avec des petits changements. Donc, ça a ce pouvoir-là, je pense, d'avoir une approche systémique sur un peu toute notre économie. Absolument. D'autant plus que les actions, si on voyait les trucs de façon séparée et non systémique, une action qui peut sembler noble dans un secteur d'activité ou pour un groupe d'entreprises dans un secteur va avoir des effets dans d'autres endroits dans la chaîne de valeur qui vont être contraires au respect des limites planétaires. Fait que le schéma que vous apportez, cette vision-là cohérente vers une intention commune, c'est apprécié.
Parfait. Ben, merci, Jennifer. Puis peut-être on plongerait tout de suite dans la pratique de ton côté, Jennifer. Est-ce que tu aurais un peu un ressenti ou des exemples de ce côté-là en Je lien vous avec... partage mon écran. Bon Dieu, let's go. Il est C'est arrivé parti. comme par surprise. Oui, merci. Ben, je vous remercie de l'invitation déjà pour explorer ensemble un sujet qui dépasse largement, enfin, la simple question du recyclage là, comme étant une solution universelle. Je commence par une image forte générée par ChatGPT pour tenter d'illustrer les nécessaires équilibres à trouver pour respecter les limites planétaires puis assurer la pérennité de la vie sur Terre. Comme pour les limites planétaires, là, je me souviens à l'école, j'avais vu ça, le Club de Rome et Meadows. Il avait déjà modélisé les limites écologiques dans lesquelles l'humanité peut se développer de manière durable. Et en résumé, les scénarios ont montré que la croissance économique épuise les ressources finies et qu'il va nous falloir des changements systémiques pour éviter là, un effondrement. On est d'accord là-dessus. Donc, moi, je vous parle en direct aujourd'hui du CTTEI, le Centre de transfert technologique en écologie industrielle à Sorel-Tracy. Puis mon objectif, c'est de vous montrer comment on pratique toutes les semaines l'économie circulaire auprès des organisations qu'on accompagne et pourquoi cet outil-là transdisciplinaire peut nous aider à respecter les limites planétaires à l'échelle de la province. On va au laboratoire des chercheurs qui pratiquent de la chimie verte, qui transforment des déchets en ressources, oui, mais qui utilisent aussi des résidus industriels pour séquestrer le CO2. Je vous montre ça plus en détail dans les faits. Premier exemple de comment l'économie circulaire peut réduire le dépassement des limites planétaires, c'est clairement la gestion des eaux usées qui touche plusieurs aspects des limites planétaires à travers notamment la pollution par les nutriments, l'introduction de polluants chimiques émergents dans l'environnement comme les produits pharmaceutiques et de soins personnels, leur impact sur l'eau douce ou encore même les émissions, les gaz à effet de serre générés par toutes ces matières en décomposition-là. Et le CTTEI collabore avec la ville de Sorel-Tracy pour développer un traitement pour ces bouts-là accumulés dans les étangs aérés que vous voyez sur l'image. Et ça se voit de l'espace aussi, tellement que c'est immense à Sorel-Tracy, ces étangs-là. On a introduit une technologie innovante appelée oxydation hydrothermale qui est actuellement en phase pilote. Et la technologie réalise une combustion dans l'eau, et oui, qui est capable de traiter des composés organiques complexes et contaminés. Et comme montré sur le schéma, les intrants sont transformés en sous-produits valorisables comme du CO2, du sable et des résidus biodégradables comme de l'acide acétique, le vinaigre. On a également travaillé sur des effluents hospitaliers, toujours avec la même technologie, qui contiennent des résidus de médicaments, de produits chimiques et des agents pathogènes. Puis vous comprendrez que ces eaux-là, ils nécessitent une gestion spécifique afin d'éviter tout risque environnemental et sanitaire qui pourrait avoir d'autres impacts dans la roue que tu nous as montré, Étienne. Prêt pour un deuxième exemple? J'y vais en mode rafale. Cette fois-là, c'est tout ce qui touche à la qualité de l'air et aux émissions de gaz à effet de serre. Deux sujets qui font quand même souvent la une dans la région de Sorel-Tracy, où on trouve plusieurs entreprises qui ont des activités, disons, impactantes. Le secteur de la métallurgie n'est pas le seul en cause parce qu'on a aussi un terminal portuaire céréalier qui relague des particules fines. On a travaillé notamment avec les aciéries RTFT, ArcelorMittal, dans un procédé où les fumées qui sont émises vont passer à travers un filtre de scorie, la scorie qui est un sous-produit de leur propre activité industrielle. Et par la magie de la chimie verte, le CO2 va être capté dans les scories sous forme de carbonate. Les carbonates, eux, vont pouvoir être valorisés en amendement agricole. Le carbone va être récupéré par les plantes. Vous me voyez venir, là, on tente de reproduire des cycles naturels, puis de mailler ça avec les cycles, le métabolisme industriel. Et voilà, Étienne, comment on fait de l'économie circulaire à tous les jours au CTTEI. Je reviendrai pour la suite. Merci beaucoup pour ces exemples concrets, Jennifer. Donc, ça montre un peu comment ça peut être cette fameuse multifonction pour toucher à différentes problématiques. Ici, maintenant, on se dirige vers Annie. De votre côté, dans la pratique, est-ce qu'on voit déjà un peu plus l'économie circulaire comme on sent le lien, mais est-ce qu'on commence à en discuter, à en le voir? Est-ce qu'on le voit dans des exemples plus concrets d'application pour élargir ce spectre-là? Oui, c'est sûr. C'est aussi, il faut voir que les stratégies d'économie circulaire existaient avant qu'on
publicise le modèle ou qu'on se mette à le formaliser avec une définition, des stratégies, tout ça. Donc, juste par exemple, là, bon, moi, je suis prof d'université en ingénierie, donc dans des cours d'ingénierie durable, tout ça. Puis, ce qu'on montre aux ingénieurs, c'est quand on veut faire des projets d'ingénierie qui vont avoir moins d'impacts environnementaux, bien, premièrement, on utilise des outils pour mesurer ces impacts-là, de type analyse du cycle de vie. Et les différentes stratégies qu'on montrait sans les nommer comme stratégie d'économie circulaire, bien, c'en était. Donc, comment est-ce qu'on conçoit afin d'augmenter la durée de vie, afin de permettre la réparabilité, par exemple, d'optimiser et de réduire les consommations de matière et d'énergie dans les produits qu'on conçoit. Donc, toutes ces stratégies-là étaient là. Ce qu'on voit beaucoup depuis les dernières années, c'est de l'avoir justement formalisé là, avec le concept de l'économie circulaire. Et là, je pense que le défi, comme je l'ai mentionné rapidement tantôt, c'est de passer au-delà de l'association économie circulaire et recyclage, gestion des matières en fin de vie, mais que les gens voient que c'est vraiment à toutes les étapes du cycle de vie que ces stratégies-là sont applicables et ont de très grands bénéfices. Puis, au niveau de la recherche, bien, effectivement, on voit de plus en plus d'applications. Donc, si je peux faire référence à l'écosystème de laboratoire d'accélération de l'économie circulaire du CERIEC à l'ETS. Donc, on va secteur par secteur démarrer des laboratoires où on met en place un peu un système, c'est une série d'ateliers où on met des chercheurs avec des gens des milieux, vraiment de toutes les parties de la chaîne de valeur, et on va identifier les barrières. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que le secteur n'est pas circulaire? Comment est-ce qu'on pourrait lever ces barrières-là? Donc, quelles seraient des solutions potentielles et de vraiment différentes natures. Donc, Jennifer a montré des exemples de solutions technologiques qui permettent de boucler les boucles et effectivement, il y a du développement technologique à faire, mais il y a aussi beaucoup de problématiques qui vont être, par exemple, de nature réglementaire, de nature économique. Donc, comment, on le dit, c'est un modèle économique, comment on met en place les différents incitatifs économiques pour que les gens s'en aillent vers ces stratégies-là, vers ce modèle-là. Donc, on travaille vraiment à faire ces projets de recherche terrain qui vont viser à améliorer la circularité de chacun des secteurs. Donc, c'est sûr qu'à travers ça, il y a vraiment beaucoup d'exemples. On a le Lab Construction qui a terminé cette année. On travaille sur une phase 2 pour pousser tout ça plus loin. Mais on a le lab aussi sur les systèmes alimentaires actuellement en cours, puis on démarre celui sur les textiles. Donc, un peu ce processus-là, on va le démarrer dans tous les secteurs. Puis, on vise vraiment justement en ayant la vision de toute la chaîne de valeur, de tous les acteurs qui en font partie et de tous les aspects qui permettent d'aller vers ce modèle d'économie circulaire-là et justement de ne pas rester dans l'incrémental juste en tentant d'implanter une stratégie ici et là. Donc, de voir vraiment c'est quoi les barrières, comment on peut les pousser. Donc, une approche autant technologique qui peut amener des solutions, mais je comprends aussi humain et par secteur pour avoir avec les acteurs un peu les enjeux, les défis, puis amener la boîte aussi de l'économie circulaire pour aller un petit peu plus loin de ce côté-là. Oui. Super. Puis maintenant, bon, on a des exemples, on voit que ça avance quand même assez rondement. Maintenant, Jennifer, pour aller plus loin de l'avant, parce qu'on veut mettre ça plus loin de l'avant, on va aller plus vite puis plus loin. C'est quoi les freins et leviers qu'on aurait présentement de ce côté-là? Attendez, je vous partage mon écran parce que j'y ai réfléchi là, avant ce matin. Question d'être moi-même la plus humble avec vous, puis sincère. Annie, clairement, on est dans l'innovation technologique ici au CTTEI, mais je pense que c'est important qu'on prenne un pas de recul pour justement ne pas faire de l'innovation aveugle. Donc, l'innovation sociale, elle est nécessaire pour arriver à faire le transfert vers ces techniques-là. Puis même les entreprises sur le terrain, malgré nos bonnes idées, là, bien, ça émerge pas dans leur pratique puis dans leur routine de façon magique. Alors, on travaille aussi en innovation sociale au CTTI pour voir comment on fait émerger ces transformations-là de pratiques auprès des entreprises. Concernant les risques avec l'innovation, déjà, on avait nommé l'effet rebond. Auquel il faut faire attention, nous aussi, au laboratoire. Important de rester humble et conscient face à ces risques-là. Donc, même s'il y a des innovations qui permettent de réduire l'empreinte écologique par unité produite, on va se le dire, tous nos clients adorent les KPI, là.
OK. Alors, l'accroissement de la production pourrait entraîner une exploitation accrue des ressources qui va accélérer le déplacement des limites planétaires. Fait que comme ça, on a identifié plusieurs risques auxquels on essaie de doubler nos interventions afin d'éviter ce qu'on appelle les fausses bonnes idées. Pour y arriver, on a pensé aussi à des solutions pour encadrer justement cette transition-là technologique. Je pense notamment à l'encadrement par des politiques plus rigoureuses. Ça, nous, ici au CTTI, on touche moins à ça, mais clairement sur les aspects d'économie circulaire pour concevoir et innover des nouveaux modèles d'affaires qui vont prolonger la durée de vie des produits. Ça, on travaille là-dessus concrètement. Pensez à des modèles d'affaires comme l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, où on repense même l'idée de possession des objets là, par les individus pour jouir de l'usage. Je pense au réemploi, je pense aussi à l'économie collaborative, qui sont des stratégies d'économie circulaire qui devrait permettre, on va dire, tamponner cette croissance-là puis l'utilisation des ressources. On ne pourra pas y arriver non plus sans la responsabilité sociale des entreprises et des citoyens par de la formation et des activités d'information, de sensibilisation et d'éducation. Alors, on veut au CTTI de plus en plus s'assurer que les innovations qu'on propose ne sont pas des fausses bonnes idées, afin d'avoir des impacts réels dans le schéma que tu nous as montré, Étienne, et mesurables. Super, merci Jennifer, d'excellentes pistes à mettre de l'avant dès que possible. De ton côté, Annie, parler des différents systèmes de laboratoire qui ont été faits, donc interaction avec des humains qui mettent l'économie circulaire en avant. Quels sont un peu les apprentissages, puis un peu les freins leviers aussi de ce côté-là pour pouvoir diffuser, accélérer, puis adopter cette façon de penser selon votre expérience? Oui, bien, effectivement, les apprentissages du laboratoire ont montré, entre autres, que c'est vraiment important. Puis c'était un petit peu ça qu'on a fait avec, entre autres, le premier laboratoire construction, mais de faire des projets qui vont être aussi qui vont servir de démonstration. Donc, on essaie quelque chose, on pense que ça peut lever une barrière, on a des chercheurs qui vont développer les façons de le faire, on a les terrains pour l'appliquer, puis ensuite de faire beaucoup de diffusion pour montrer que oui, c'est possible et aussi de plus en plus d'intégrer la quantification des bénéfices associés à ça. Donc, justement, le lien entre comment est-ce que ces stratégies-là peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre, entre autres problématiques. On peut faire le même calcul pour d'autres types de problématiques aussi. Mais ce lien-là, je pense, va aussi beaucoup, beaucoup aider à l'avancement de ces stratégies-là. Parce qu'effectivement, par exemple, bon, évidemment, au Québec, comme dans toutes les autres nations, on est très fort sur les plans d'action climatique. On a des objectifs évidemment, suite à toutes les ententes internationales, les constats du GIEC et tout ça. Mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'implantation du modèle d'économie circulaire vienne contribuer à ça? Et c'est important de le faire, puis le lien n'est pas nécessairement encore là dans la tête des gens. Puis je pense que c'est vraiment important au niveau même pour donner un parapluie plus large au niveau de politique publique. Donc, quand on parle d'action climatique, encore là, oui, il y a des innovations technologiques et il faut les faire, par exemple des innovations liées à l'efficacité énergétique, à la transition vers des sources d'énergie renouvelables. Mais au-dessus de ça, il faut vraiment voir à optimiser ce que l'on fait pour réduire les consommations de ressources matérielles et énergétiques. Donc, les questions de sobriété, les questions d'optimisation, en fait, en termes de hiérarchie, c'est ce qui va avoir le plus d'effet. Puis ensuite, avec ce qui reste, on va faire les petites innovations technologiques puis les changements vers les énergies renouvelables. Donc, d'avoir cette pensée-là dans toute politique publique, c'est vraiment important. Donc, c'est même difficile à intégrer d'un point de vue de l'action climatique, même si c'est partout, mais l'économie circulaire, on n'y est pas. Donc, c'est une belle nouvelle, là, évidemment, j'ai roadmap en tête, là, mais la feuille de route. La feuille de route, merci. Donc, la feuille de route vers l'économie circulaire. Donc, c'est le premier début des choses, mais ça va être vraiment important, je pense, que ça devienne un peu le squelette de toute l'action gouvernementale pour rendre notre économie plus dans les limites planétaires.
Écoutez, cet excellent témoignage basé sur l'expérience, bien intéressant. Puis avant de passer aux questions du public, peut-être une question express pour vous deux. Surprise, donc quelqu'un qui a vu le webinaire aujourd'hui, qui a vu, OK, c'est intéressant. Ça serait quoi la première étape à faire pour aller plus loin dans sa démarche en économie circulaire, pour s'ouvrir les œillères un peu? Est-ce que vous avez un outil ou un angle ou une démarche à... Et Je vois que déjà, Jennifer, tu trépignes? déjà j'ai une idée, avant même de relayer l'information à au moins une personne. Déjà, ça va près décupler l'effet qu'on cherche à avoir aujourd'hui de diffuser puis d'informer les gens. Donc, toute personne qui participe peut ramener la bonne nouvelle à quelqu'un dans son environnement. Sinon, comment changer soi-même? Si j'avais seulement la réponse de comment repenser nos façons de faire suite à des nouvelles données qui nous forcent là, à agir. Pourquoi on ne fait pas les efforts nécessaires pour prendre les bonnes actions en environnement? Si seulement je pouvais le savoir, là, Étienne. Annie, aide-moi, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a beaucoup, non, il y a effectivement beaucoup de barrières, mais tu sais, ça prend deux éléments. Moi, ce que je dis, c'est que ça prend évidemment que d'un côté de société, on se structure pour faire en sorte que ce soit possible. Donc, évidemment, ça prend les bonnes politiques publiques, les bons incitatifs économiques, si on parle par exemple d'écofiscalité, pour faire en sorte que autant les individus que les entreprises prennent les bonnes décisions pour s'en aller vers de ce modèle-là. Puis d'un point de vue individuel, évidemment, il faut prendre conscience de l'impact que tous nos gestes de consommation ont pour faire certains choix, puis aussi, une fois que ces infrastructures-là sont disponibles ou que c'est en place, bien, qu'on adopte un peu ces comportements-là. Donc, c'est sûr que c'est pas simple, mais disons, si j'avais peut-être une première étape pour les gens qui veulent un peu réfléchir sur une base individuelle, bien, c'est peut-être de commencer à prendre conscience justement de l'impact qu'a chacun des gestes de consommation qu'on porte ou des activités que l'on fait. On parlait justement de vaquer à nos occupations. Donc, d'avoir un petit peu cette pensée cycle de vie-là, tu sais, quand je fais telle activité, ben, c'est quoi l'impact des matières qui ont été extraites, transformées et ensuite dont je vais devoir disposer. Parce que juste d'avoir cet esprit-là, ben, commence déjà à nous faire réfléchir, même si on n'a pas les chiffres, puis si on n'a pas toute l'information, au moins d'avoir ce réflexe-là de dire, ah oui, d'avoir cette conscience-là, puis d'orienter certains choix après. Donc, moi, quand j'ai fait mon doctorat en analyse du cycle de vie, je vais toujours me rappeler que la première chose que mon directeur de recherche m'avait dit, c'est en t'en venant faire de la recherche dans le domaine, tu ne verras plus les choses dans ton garage de la même façon. En disant, tu vas développer un peu ce réflexe-là de systématiquement avoir conscience de c'est quoi l'impact des produits qu'on consomme puis des activités que l'on fait. Donc, je trouve que c'est déjà un très grand point de départ pour après ça plus intégrer l'impact de ce qu'on fait puis comment est-ce qu'on peut l'améliorer sur une base individuelle. Parfait. Ben, c'est des excellentes pistes que si on a un garage ou un sous-sol, on pourra voir les choses différentes avec cet aspect-là. Super. Ben, merci beaucoup. On va passer aux questions du public. Alors, Noémie, qu'est-ce qu'on a sous la dent comme question? Oui, donc on avait premièrement une question, quelqu'un qui demande comment s'intègre la valorisation des rejets thermiques dans les travaux du rapport. Écoute, oui, c'est une excellente question parce que je pense qu'il y a des gains aussi à les faire de ce côté-là. Malheureusement, ce n'était pas dans le rapport initial. On en avait déjà beaucoup sur la planche. C'était totalement une autre branche. Donc, on n'a pas intégré les rejets thermiques, mais je sais qu'il y a des travaux là, qui sont en ce sens-là pour avoir justement une cartographie des rejets thermiques. Je pense que c'est Stéphane Gagnon, oui, qui travaille là-dessus depuis quelque temps. Donc, une cartographie qui va un peu voir les opportunités de maillage puis de partage là-dessus. Ça pourrait être un autre champ à explorer pour pouvoir réintégrer cette ressource chaleur en boucle de façon très intéressante. Bon, pas dans l'étude, mais je vote pour explorer la chose. Étienne, je vais partager une étude sur laquelle on a collaboré, c'est-à-dire qu'on a répertorié les rejets de chaleur fatale valorisables et on les a maillés, superposés à des besoins de certains secteurs d'activité dans le but justement de créer des synergies puis de bâtir un tissu industriel, on va dire, plus cohérent où les offres et les demandes ou encore le métabolisme industriel est comme plus raccourci entre les intrants et les extrants. Je vous partage ça dans le chat. Super intéressant. Merci beaucoup, Jennifer. Noémie, prochaine question. Oui, donc dans les graphiques de circularité,
est-ce qu'on tient compte des ressources qui sont importées? Absolument. En fait, de deux façons. On regarde ce qui est importé du Canada. On regarde ce qui est importé aussi au niveau mondial comme ressources qui vont rentrer dans l'économie. Puis on va regarder par la suite qu'est-ce qui va sortir à l'étranger, puis qu'est-ce qui va être utilisé comme ressource. Fait que oui, de cette façon-là. Mais l'autre façon, un petit peu plus complexe, c'est on regarde aussi les intrants en termes de équivalent matière première. Ce que ça veut dire, c'est, disons, on importe une auto de Corée. Est-ce que c'est 1,5 tonne de différentes ressources qui sont rentrées? Bien, sur la balance, oui, mais en amont, on a dû exploiter des minerais, tout ça. Donc, c'est plus peut-être du 3 ou du 4 tonnes. Donc, on a pris les équivalents matières premières totaux. Ce qui fait que quand on réduit notre consommation ici de biens importés, ben, l'effet va être quand même démultiplié au final parce qu'on prend en compte justement l'ensemble des ressources qui ont été impliquées dans la production des biens. Ce qui fait que ça fait un calcul un peu plus précis, un peu plus complexe, mais plus large et plus intéressant pour les calculs de circularité. Parfait, merci pour ça. Ensuite, pour les scénarios, il y a quelqu'un qui se demande pourquoi on n'a pas opté pour une méthodologie classique, donc business as usual, optimiste et pessimiste. C'est une excellente question. En fait, ce qu'on avait sous la main, c'est notre premier scénario de base, qui était le 3,5 % de circularité. Donc, on avait déjà tout sous la main avec notre analyse de flux de matière, les consommations de ressources. Donc, ça a été ça notre élément de base pour voir où est-ce qu'on se situait par rapport aux différentes limites. Puis, le deuxième, ben, c'était avec les différentes stratégies de circularité. On pouvait voir l'impact que ça avait. C'est un impact, on s'entend théorique, si on y va à fond la caisse avec les 37. C'est ce qu'on avait. Est-ce qu'on préfère des scénarios intermédiaires? Absolument. Mais ça serait d'autres études, d'autres recherches pour peut-être raffiner, puis on pourrait peut-être y aller par chaîne de valeur ou secteur, ou peut-être raffiner les données ou y aller de façon mitoyenne pour avoir d'autres chiffres. Mais on a pris ce qu'on avait sous la main, on a réutilisé et réemployé les ressources qu'on avait à l'image de l'économie circulaire pour avoir cet élément-là, mais ce n'est pas une suggestion qui est inintéressante pour la suite. Parfait. Ensuite, on se demande en entreprise si on souhaite avoir une mesure comme un ratio de circularité. Est-ce qu'on a une méthode pour avoir cette mesure-là? C'est une excellente question. Ça va dépendre du domaine aussi ou des activités. C'est sûr, ça va être des indicateurs qui vont être probablement multiples. Donc, ça peut être autant les quantités d'intrants, les rejets aux différentes étapes, le ratio de matière utilisée pour produire un bien, l'énergie qui est consommée. Puis aussi regarder du côté de notre certification ici. On recycle plus pour voir un peu vous certifier puis avoir votre attestation, puis regarder un petit peu les quantités de ressources que vous utilisez, des éléments aussi de réduction qui seraient intéressantes là-dedans. Donc, ça va dépendre de votre secteur, puis ça va dépendre aussi de vos visées, ce que vous voulez souhaiter. Là, je regarde du coin de l'œil Jennifer qui travaille de près avec les entreprises. Ton top 3 des indicateurs. Ben moi, j'entends là, justement cette volonté-là de l'industrie d'avoir un indice unique. Hein. Il y a eu des travaux avec ISO qui ont voulu sur l'indice de circularité. Sur le terrain, évidemment, les entreprises, selon leur secteur puis leurs intérêts, vont sélectionner des indicateurs de performance pour aller vers plus de performance dans leur propre procédé. Je pense notamment à l'analyse du coût des flux de matière, qui est une norme ISO qui permet à certaines entreprises, puis là, on retourne dans les déchets, mais qui permet d'aller mesurer le coût caché de la gestion des déchets. Alors, pour une entreprise qui croit que son entreprise seulement paye 1 000 $ pour la gestion des déchets, cette norme-là ISO permet de révéler que finalement, plus que l'entreprise, plus que la matière tourne dans l'entreprise, qu'elle est manipulée par des travailleurs, elle va cumuler comme ça, on va dire, une dette économique. Et cette norme-là permet de révéler le coût masqué. Pour certaines entreprises, c'est une façon d'aller justifier des changements de pratiques concrets pour elles-mêmes puissent avoir un procédé plus efficient. Fait que oui, il y a des méthodes, il y a des KPI pour autant d'entreprises selon ce qu'elles veulent aller mesurer. Absolument. Et pour avoir regardé un peu les résultats, ça peut être assez impressionnant des fois, les chiffres. Je peux même vous dire que la littérature et nos cas qu'on a accompagnés avec la norme ISO, c'est environ 10%. L'entreprise, là, ça lui coûte, à vrai dire, 90% plus cher que ce qu'elle pense.
parce qu'elle voit ses bordereaux de dépenses, elle voit comment elle paye en main-d'œuvre sur la gestion des déchets, mais tout ce qu'elle ne voit pas, là, le fond de l'iceberg, ça va être révélé par la norme ACFM. Parfait. Merci, Jennifer. Noémie, autre question. Oui, on a une question pour Annie. En fait, Annie avait indiqué que la réglementation devrait évoluer afin de faciliter l'intégration de l'économie circulaire. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples d'évolutions réglementaires pour le domaine de l'eau spécifiquement? Je vais donner certaines indications qui peuvent s'appliquer aussi au domaine de l'eau, mais c'est sûr que tout, en partant, tout ce qui va être on met ça le grand chapeau de l'écofiscalité ou de la tarification qui va être incitative. Donc, par exemple, en termes de gestion des matières résiduelles, justement, donc c'est quand même très peu coûteux ici de disposer de la matière résiduelle, que ce soit dans les sites d'enfouissement. Puis pour ce qui est du traitement de l'eau, il y a, par exemple, peut-être au niveau des boues, d'épuration et tout ça. Donc, c'est sûr que d'avoir les tarifications incitatives au niveau de la matière résiduelle va rendre plus attrayantes ou plus rentables des solutions circulaires qui ont tendance actuellement à être plus coûteuses que les méthodes de disposition finale. Donc, ça, c'est un exemple. Mais toute tarification aussi qui va être liée, par exemple, au carbone. Donc, la tarification, on le voit avec le marché du carbone et tout ça, c'est que beaucoup de ces processus-là vont mener à des émissions de gaz à effet de serre. Donc, justement, on fait le lien entre économie circulaire et réduction des gaz à effet de serre. Donc, toute tarification au niveau carbone va inciter encore là des pratiques qui vont être un peu plus du domaine de la circularité que du domaine traditionnel là, de l'économie linéaire. Donc, c'est sûr que tout ce qui touche les incitatifs économiques vont être importants. Puis parfois, c'est des barrières réglementaires. Donc, on sait, puis justement, dans le cadre du laboratoire du CERIEC Construction, il y a eu un des projets qui était vraiment à regarder quelles sont les barrières réglementaires. Quand on veut récupérer des matériaux pour les réutiliser, par exemple, dans d'autres applications, mais parfois, il y a des normes ou des codes dans le domaine du bâtiment qui peuvent nous empêcher de le faire parce que, on peut avoir des craintes côté qualité, mais c'est des on pourrait modifier ces normes-là pour s'assurer évidemment que la qualité est toujours bonne puis qu'on ne cause pas de problèmes de sécurité, mais du moins de permettre des alternatives plutôt que de forcer le tout à l'enfouissement. Donc, ce sont des exemples comme ça. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas de barrière, la réglementation. Et même vraiment, là, je vais pousser plus loin parce que selon moi, même toute action gouvernementale devrait avoir vraiment en tête l'action climatique et l'économie circulaire. Donc, n'importe quel projet que le gouvernement fait, ça devrait être fait dans cet esprit-là où on n'a plus le choix, il faut se tourner vers l'économie circulaire. Donc, plutôt que de voir ça comme une action isolée quelque part, par exemple au ministère de l'Environnement, non, c'est toute l'action gouvernementale qui doit vraiment aller vers ça parce qu'il faut qu'on transforme notre système vers ces pratiques-là. Et je vais court-circuiter Jennifer, juste pour dire que justement, les différents processus qui sont en cours avec la feuille de route gouvernementale, ça permet aussi de partager les meilleures pratiques, la connaissance, les différents projets, plans stratégiques qui sont en cours pour qu'ils intègrent ces éléments-là pour avoir une vision globale. Certains ministères qui en font déjà beaucoup en économie circulaire, puis des fois, ils ne savent pas nécessairement que ça peut être tagué économie circulaire, donc de diffuser ce savoir-là, puis avoir ce point de recul, de vue plus globale, va sûrement aider à accélérer puis démultiplier les efforts. Jennifer, très rapidement, il nous reste une petite minute pour conclure. Mon image en début d'entrée montrait que tout était lié. De la même façon, les écosystèmes, la carotte, le bâton, tout ça avance en même temps. Je ne peux pas ne pas parler des bailleurs de fonds, des critères ESG, puis des politiques d'investissement qui aussi font partie de cet environnement qui vont inciter les entreprises à se transformer. Voilà. Magnifique mot de la fin. Tout est lié, effectivement. Donc, ça m'amène aux remerciements. Donc, tout d'abord, merci beaucoup, Jennifer et Annie, de votre présence, votre participation. Très intéressant d'avoir ce point de vue. Noémie, merci pour le support dans l'organisation du webinaire et la publication de l'étude. Très apprécié. Merci à tous les participants qui étaient là avec nous aujourd'hui. Donc, on reste disponible pour questions, échanges et aller plus loin ensemble vers la circularité, bien sûr. Le
le webinaire va être enregistré et va être partagé, je crois, Noémie, avec un petit courriel de suivi, c'est exact. Puis les hyperliens ont été partagés également dans le chat là, pour avoir accès aux différentes ressources. Sur ce, ben, encore une fois, gros merci, belle rentrée, bel automne, puis au plaisir de poursuivre la discussion sur la circularité avec vous.